Le dernier communiqué du CENTCOM vient de tomber. Ils ont publié une déclaration à propos des pertes en Jordanie. D'après ce qu'ils ont dit jusqu'à présent, 2 soldats ont été tués et un autre est porté disparu. Cela veut dire qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'ils n'ont pas retrouvé son corps. En rassemblant toutes les informations, il semble donc qu'il y ait 2 morts, 15 blessés graves ou en danger de mort, évacués par avion vers l'Allemagne. 3 à 5 d'entre eux seraient à bord de ce vol médicalisé. En tout cas, ils sont envoyés quelque part en Allemagne. Et puis il y a des dizaines de blessés légers, des soldats touchés par des éclats ou des débris. Voilà, c'est la description de base qu'ils donnent concernant les pertes. Ce qui s'est passé en Jordanie, c'est une explosion importante ou une sorte de détonation. Voici la vidéo, Marc, de ce missile. Oui, je l'ai vu. Oui, c'est ce qui s'est passé en Jordanie. Et quand on regarde la situation, Marc, on revient vers la guerre. Tu en parlais tout à l'heure, et tu avais dit, la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'il n'y avait aucun moyen de négocier avec l'administration Trump. Je me souviens très bien de cette phrase. Et en gros, on revient à la guerre. Les 2 camps montent en puissance, les infrastructures sont visées, ils frappent des ponts en Iran, des usines de dessalement, et l'Iran réplique de la même manière au Koweït. Ils ont frappé, eux aussi, au moins une usine de dessalement et un réseau électrique au Koweït. Voilà où on en est. Les 2 camps essayent d'une façon ou d'une autre de riposter. Et Donald Trump, ou plutôt l'administration Trump, a essayé de rouvrir le détroit d'Ormuz. Et la question, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est de savoir si c'est vraiment un objectif légitime de leur part, ou s'ils ont seulement ça en tête. Parce que, quand il s'agit d'ouvrir le détroit d'Ormuz, on ne va pas se battre dans le détroit pour l'ouvrir. Sinon, tout devient incontrôlable. Et en ce moment, c'est exactement ce qui se passe. Les États-Unis attaquent l'Iran, l'Iran riposte. Personne ne peut traverser le détroit d'Ormuz. Au moins ces 2 derniers jours, aucun pétrolier n'est passé en nombre significatif. Peut-être 1 ou 2, pas plus. Quelle est votre lecture de la situation actuelle? Et commençons par les pertes des 2 côtés. Il y a eu cette attaque contre la ville iranienne de Bandar Abbas. Vous savez, cette ville est essentielle dans le sud de l'Iran. C'est la base navale du pays, leur principal point de contrôle du détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont essayé de l'isoler en frappant tous les ponts qui y mènent. Alors, allez-y, quelle est votre compréhension de la situation? Oui. Alors d'abord, en ce qui concerne, commençons par l'effondrement du mémorandum d'entente. Je n'étais certainement pas le seul à dire que ce mémorandum ne tiendrait pas, que les États-Unis, comme la Russie a fini par le comprendre, sont à la fois diplomatiquement incompétents et incapables. Ils sont incapables de respecter quoi que ce soit de ce qu'ils signent. Et un message du guide suprême, Mojtaba Khamenei, a confirmé qu'il en est arrivé à la même conclusion. La signature américaine, quelle que soit la personne qui la porte, ne vaut absolument rien. Les Russes, eux, l'avaient compris depuis longtemps. Alors, bienvenue au club. Et ce qu'on comprend maintenant, c'est que les États-Unis ont simplement accepté le mémorandum d'accord parce qu'ils étaient en train de perdre cette sorte de bras de fer géoéconomique, les blocus réciproques, et que leurs réserves stratégiques de pétrole étaient tombées à un niveau critique. Il n'y avait plus assez de pétrole sur le marché mondial et les prix allaient commencer à grimper fortement. Pendant plusieurs mois, ils avaient plutôt bien réussi à manipuler et à stabiliser les prix. Les politiques de Trump y ont d'ailleurs contribué. La réserve stratégique américaine, mais aussi les Chinois, ont joué un rôle important pour éviter une flambée des prix, car la Chine a cessé d'importer de grandes quantités de pétrole et a commencé à puiser dans ses propres réserves stratégiques. Cela a, en pratique,
réduit la demande globale et contribué à empêcher les prix de s'envoler de façon catastrophique. Mais tout ça, c'était en train de se terminer. Et ce ne sont pas les Iraniens qui ont cédé, c'est les États-Unis. Ils ont accepté le mémorandum d'accord, mais disons-le franchement, les doigts croisés dans le dos, en laissant bien entendre qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de le respecter. Leur objectif principal, c'était de remettre une bonne quantité de pétrole sur les marchés mondiaux et de reconstituer et réarmer leurs forces militaires dans la région. En parallèle, ils ont abandonné la plupart des objectifs que les États-Unis et Israël poursuivaient en lançant la guerre. Tous sont tombés à l'eau, sauf un. Le premier objectif, c'était un changement de régime. Bon, ça, clairement, ça n'arrivera pas. Et puis, il y avait d'autres buts, comme un accord sur l'enrichissement nucléaire, par exemple. Je ne crois pas que ça ait jamais été une vraie préoccupation de leur part. C'est plutôt comme une couche de vernis ou la cerise sur le gâteau. Ils savent très bien que l'Iran n'avait pas de véritable programme d'armes nucléaires. Cet argument est juste ressorti comme une excuse, une histoire d'armes de destruction massive pour s'en prendre à l'Iran pour des raisons hégémoniques. Et Trump lui-même l'a dit, vous savez, que ce n'était pas vraiment dangereux, que c'était surtout une question d'image et de psychologie. Il l'a répété à plusieurs reprises, clairement, et personne ne semble se souvenir qu'il l'a dit. Donc, en réalité, ce n'est pas ce qui les inquiète. Mais il y a d'autres exigences importantes, que l'Iran se débarrasse de ses missiles balistiques, par exemple, dont personne ne parle. Ou encore qu'il cesse de soutenir les forces chiites alliées, l'axe de la résistance dans toute la région, le Hezbollah, Kataib Hezbollah, Luchi, et ainsi de suite. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus qu'un seul objectif, et ils y sont totalement concentrés, rouvrir le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est parce qu'il est absolument impossible pour Trump de se retirer de ce conflit en prétendant que c'est une victoire, tu vois, ce qu'il doit pourtant faire, à la fois pour son ego et pour l'image de la puissance dominante. Il doit gagner, pas vrai? Il ne peut pas perdre. Donc, il ne peut pas proclamer une victoire tant que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et fait payer des droits de passage, des frais de service ou peu importe, aux navires qui y transitent. Alors, comme le mémorandum d'entente n'a pas permis d'ouvrir le détroit d'Ormuz, ni par la voie militaire, ni par la voie géoéconomique, avec ses blocus réciproques, cette espèce de bras de fer géoéconomique, ils sont passés à des moyens géopolitiques, ou plutôt politiques, et ils ont essayé de détacher Oman, sur le plan géopolitique, de l'Iran. Oui, la façon dont ils ont interprété le protocole d'accord, qui, comme moi et beaucoup d'autres dans les médias l'avons dit, posait un énorme problème à cause de son manque de clarté. On aurait pu, je sais pas, faire passer des pétroliers entiers à travers les failles de ce document. Par exemple, toutes les références de l'article 5 sur le contrôle du détroit d'Ormuz concernaient l'Iran et Oman. Du coup, les États-Unis ont choisi de l'interpréter comme « on peut traiter avec Oman, et c'est tout ». Voilà. Ils ont donc essayé de détacher Oman de l'Iran. Et Oman, c'est un tout petit pays, sans les grandes ressources pétrolières et énergétiques de ses voisins du Golfe. Ils se sont retrouvés coincés, pris entre deux feux, essayant de ménager à la fois l'Iran et les États-Unis. Et les États-Unis poussaient pour ce qu'ils appelaient le corridor sud, en longeant la côte omanaise. Ils commençaient à avoir un certain succès avec ça, en réduisant peu à peu l'influence de l'Iran, qui tient en grande partie à son contrôle du détroit d'Ormuz. C'était particulièrement visible pendant les funérailles de l'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, le père de l'actuel guide. Souvenez-vous, il avait été assassiné dès le premier jour de la guerre, dans les toutes premières heures, lors d'une frappe aérienne américano-israélienne. Ces funérailles ont finalement eu lieu.
Et même le magazine Forbes a reconnu que c'était les funérailles les plus suivies de l'histoire moderne, peut-être même de toute l'histoire du monde. Mais l'Iran ne voulait rien faire de militaire à ce moment-là, par respect pour celui qu'il considère comme un martyr. Alors, dès que les funérailles ont été terminées, l'Iran a cherché à reprendre le contrôle de tout le détroit. Et comme Oman s'est clairement éloigné d'eux, ils ont même publié des déclarations disant que puisqu'on est en période de crise militaire, eh bien techniquement ils doivent le faire, parce que le détroit entre eux et Oman est à son point le plus étroit. Ce sont selon eux leurs eaux territoriales. À terme, il faudra trouver un mécanisme de gestion du détroit entre les deux pays. Mais pour l'instant, en pleine crise de guerre, et avec, en toile de fond, la pression exercée sur Oman par les États-Unis, ils estiment devoir en prendre le contrôle total eux-mêmes. Du coup, ils ne mentionnent même plus Oman dans ces discussions. Ils ont mené une action militaire décisive, contre tous les navires qui utilisaient le corridor sud promu par les États-Unis le long des côtes d'Oman. Ils les ont frappés avec des vedettes rapides, avec des drones, avec des missiles de croisière. Et récemment, il semble qu'ils aient ajouté encore quelques mines marines, et plusieurs navires se sont échoués à cause de ces mines. À cause de tout ça, cette dernière semaine, le trafic dans le corridor sud, soutenu par les États-Unis, quoi qu'en dise le CENTCOM ou Trump, eh bien, d'après tous les observateurs indépendants, les données satellites, tout indique que c'est fini. Il n'y a plus de trafic dans le corridor sud. Il ne reste qu'un trafic très léger dans le détroit d'Ormuz, et encore, seulement ce que l'Iran laisse passer, principalement quelques navires à destination de la Chine, et ainsi de suite. Les États-Unis ne peuvent pas accepter cette situation. Ils sont donc revenus à l'action militaire, aux attaques contre l'Iran, en commençant par frapper les installations et les infrastructures militaires sur la côte sud autour du détroit d'Ormuz. Puis, petit à petit, ils ont élargi leur cible, jusqu'à inclure maintenant des infrastructures plus étendues. Ils ont aussi l'intention, du moins en apparence, de rétablir leur blocus des ports iraniens. Cela dit, la première fois, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Et je ne m'attends pas à ce que ce soit plus efficace cette fois-ci. Ils ont réussi à l'imposer sur quelques navires, mais pas plus. Bref, ils ont commencé à élargir leurs frappes pour viser les infrastructures iraniennes. Et parmi ces cibles, il semble qu'ils s'en prennent maintenant à des ponts, notamment ceux qui relient Bandar Abbas, cette ville portuaire essentielle, comme vous l'avez dit, au reste du pays. Et ça pousse beaucoup d'analystes militaires sur place à spéculer sur les raisons d'un tel mouvement. On pourrait simplement dire qu'ils essaient de mettre la pression sur la logistique militaire en direction du détroit d'Ormuz. Mais une autre possibilité, c'est qu'ils envisagent sérieusement une forme d'opération terrestre. Et dans ce cas, Bandar Abbas serait la cible à prendre pour contrôler le détroit d'Ormuz, peut-être avec l'île de Harg, pour laquelle Trump semble avoir une obsession, pour une raison ou une autre, ainsi que quelques autres points stratégiques. Le problème, c'est que les États-Unis n'ont tout simplement pas les forces de combat nécessaires dans la région pour faire ça. Ils ont moins de 10 000 soldats de combat réellement disponibles. Ce n'est pas suffisant pour prendre Bandar Abbas ou l'île de Harg, encore moins pour les tenir. Et je n'arrive pas à imaginer comment ils pourraient assurer la logistique pour ces troupes. Franchement, je ne vois pas comment. Quand les États-Unis ont envahi l'Irak, ils l'ont fait avec des centaines de milliers de soldats. Et ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait cacher. Il leur a fallu des mois pour tout mettre en place, déplacer le matériel, les munitions, l'équipement, pour rendre cette opération possible. Ce serait la même chose aujourd'hui. Ils ne pourraient pas aller beaucoup plus vite. Et pour l'instant, on n'a rien vu de tel.
Et puis, Trump a fait des commentaires un peu étranges du genre « Il faut une invasion terrestre, mais on pourrait demander à quelqu'un d'autre de le faire. » Mais qui, exactement? Franchement, j'ai du mal à imaginer les monarchies saoudiennes et émiraties envoyer un grand nombre de troupes. D'ailleurs, elles n'en ont pas tant que ça. Dans une mission suicide pour établir une tête de pont à Bandar Abbas ou sur l'île de Hague. Non, ce n'est pas sérieux. Ça n'arrivera pas. Les Émirats arabes unis pourraient s'impliquer un peu, à la marge, d'accord? Parce qu'ils se sont de nouveau engagés. Et on sait maintenant qu'ils étaient déjà impliqués pendant toute la première phase chaude. Mais ils n'ont pas de force militaire importante. Et d'ailleurs, l'une des frappes de représailles, parce que l'Iran a commencé à riposter contre des infrastructures, aurait visé une académie militaire au Koweït. C'est donc une escalade intéressante aussi. Moi, je ne vois pas d'opération terrestre. Rien de sensé. Maintenant, je reconnais qu'il y a un problème à vouloir être trop logique et trop rationnel quand on parle de l'administration Trump, parce qu'ils ne le sont pas dans beaucoup de leurs décisions. Il y a toujours la possibilité que l'armée décide de suivre n'importe quel plan insensé qu'ils inventent et d'envoyer des troupes dans une mission suicide. Tout ce que je dirais, c'est que si jamais ils faisaient ça, s'ils envoyaient quelques milliers de soldats sur l'île de Hague, à Bandar Abbas, à Kish ou ailleurs, eh bien, il faudrait presque s'en réjouir, parce qu'ils seraient anéantis. Et ce serait un coup terrible pour l'hégémon, pour son prestige, pour Trump, pour la présidence de Trump, personnellement. S'ils étaient assez stupides pour faire une chose pareille, il faudrait presque les encourager. Mais je ne pense pas que l'armée américaine se laissera faire. La marine américaine, en tout cas, ne se laissera pas entraîner par Trump dans le détroit d'Ormuz. Je ne pense pas que les Marines soient beaucoup plus enclins à accepter des missions suicides non plus. Donc franchement, je ne vois pas ça arriver. Et il n'y a pas eu de tentative sérieuse pour activer d'éventuels groupes insurgés, comme les Kurdes. Les Kurdes iraniens sont pour la plupart en Irak, ou encore les Baloutches, dont on a beaucoup parlé comme d'un possible mouvement insurgé dans le sud-est. Avant le début du conflit, j'avais envisagé que ce genre de scénario puisse se produire. Mais tout ce que j'ai vu au cours des 4 derniers mois me montre que la CIA, le Mossad ou qui que ce soit n'a pas fait le travail de fond nécessaire pour former, armer ou encourager ces forces, ce qu'il aurait pourtant fallu faire pour vraiment les utiliser comme force par procuration. Ça aurait été possible, mais ils n'ont pas fait le travail. S'ils l'avaient fait, ils les auraient déjà utilisés. Donc je ne suis pas vraiment inquiet. Et l'Iran continue de frapper les Kurdes en Irak, 1 ou 2 fois par semaine. Il y a encore des attaques iraniennes contre des formations insurgées kurdes dans la région kurde d'Irak. Vous savez, ces groupes d'opposition et d'insurgés venus d'Iran et tout ça. C'est quelque chose de régulier. En gros, ils font un peu comme on dit, tailler ou tondre la pelouse pour s'assurer qu'il n'y ait rien qui puisse se relever et devenir une menace là-bas. Alors, qu'est-ce qui reste? Je reconnais le danger potentiel de frappe sur des ponts et ce que ça pourrait impliquer, mais je ne vois tout simplement pas de mouvement ni de concentration de troupes suffisantes pour faire ça. Peut-être qu'ils veulent faire peur aux Iraniens. Et Trump, c'est quelqu'un qui mise tout sur le bluff. On le sait. Parfois, il passe à l'action, mais la plupart du temps, ce qu'il dit, c'est du bluff. Et il ne va pas au bout. Et franchement, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui la moindre possibilité d'une option militaire sérieuse et rationnelle sur le terrain en Iran. Je ne la vois pas. Alors, qu'est-ce qu'il reste aux États-Unis? Des frappes? C'est juste une campagne de punition
en espérant qu'ils infligent assez de sanctions à l'Iran pour que vous voyez, Téhéran finisse par céder aux exigences américaines. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire, sans succès, pendant les 40 premiers jours de la phase chaude du conflit. Et on sait qu'ils ont maintenant moins de munitions à longue portée et que la défense aérienne iranienne s'est montrée bien plus solide que beaucoup ne l'avaient prévu, moi y compris. Du coup, Trump se retrouve encore une fois sans véritable bonne option. Et je pense qu'il est en fait assez logique que l'Iran revienne à cette phase active du conflit. Parce que pendant la période de cessez-le-feu, puis avec le mémorandum d'entente, les États-Unis ont beaucoup agi pour le saper et pour affaiblir l'influence et le contrôle de l'Iran sur le détroit. Maintenant, on remet tout en place. Et au fil du temps, avec les pénuries qui augmentent dans l'économie mondiale et sur le marché de l'énergie, tout ça joue en faveur de l'Iran. Les États-Unis, eux, n'ont pas du tout réussi à reconstituer leurs réserves stratégiques de pétrole. Donc, on ne fonctionne même plus avec un calendrier comme avant. Le moment où on atteindra une crise énergétique mondiale de niveau critique est bien plus proche qu'il ne l'était la dernière fois. Alors, je ne dis pas qu'à la fin de tout ça, les États-Unis vont conclure un nouveau protocole d'accord et vraiment le respecter. Je ne crois pas que ce soit possible. Je ne crois pas qu'on puisse faire confiance aux États-Unis de cette manière. Je pense qu'à terme, ce sur quoi l'Iran doit vraiment se concentrer, c'est sur la recherche d'un modus vivendi, une sorte de mémorandum d'entente avec les États arabes du Golfe eux-mêmes. Il faut qu'ils parviennent, dans une certaine mesure, à les détacher des États-Unis. Sinon, on restera coincé dans un conflit permanent, à basse intensité, mais à longue portée, au Moyen-Orient, autour du détroit d'Ormuz, sans aucune perspective de fin. L'Iran ne peut pas offrir aux États-Unis ce dont ils ont besoin pour sauver la face et se retirer de cette situation. Donc le mieux qu'on puisse espérer, c'est que tout ça s'apaise un peu, que le conflit reste limité, et que l'Iran parvienne à un accord avec les États arabes du Golfe, qui peu à peu mettent les États-Unis à l'écart et leur permettent de se retirer tant bien que mal. Et